Merci pour vos propos. Je propose qu'on prenne pendant un quart d'heure des questions dans la salle. Vous pouvez lever la main. Merci de vous présenter, d'éventuellement, si c'est une contribution, de le dire, ou de dire à qui vous souhaitez poser une question. La première est toujours la plus délicate à lancer dans un débat avec la salle. Qui est-ce qui souhaite profiter de l'opportunité de nos orateurs sur scène pour leur poser des questions? Alors, il y a bien des bras qui vont se lever. Sinon, c'est moi qui vais faire le job des questions. Mais n'hésitez pas. Mais la salle a du mal à se chauffer ce matin. Alors moi j'ai envie de vous poser une question, Monsieur le Président, parce que sur l'initiative que vous venez de prendre avec la Ville de Paris, admettons que ça marche très bien, et nous souhaitons, s'il y a 50 demandes pour un logement, comment va se passer la sélection? Et est-ce qu'elle sera du côté du public ou du privé si tout à coup il y a 50 dossiers pour une adresse? Comment vous avez vu les choses dans cet accord? Est-ce qu'il y aura des commissions d'attribution du logement intermédiaire? Non, alors là, c'est effectivement la deuxième partie, et c'est pour ça que ça va prendre un petit peu de temps. Quand, après le vote, il faudra mettre en place cette fameuse plateforme, parce que l'idée, c'est de faire effectivement surtout pas une commission de plus. Et donc, il est question donc, de monter une plateforme qui soit complètement sur le web, où tous les postulants déposent leur dossier, avec évidemment un nombre de questions obligatoires à répondre, et il y aura un scoring automatique, mais qui sera extrêmement fin, c'est-à-dire par rapport à l'offre, parce que c'est la machine qui croisera la demande et l'offre, et par rapport à l'offre, on prendra en compte si c'est une personne âgée qui ne peut pas monter sans ascenseur, etc. Et il y aura une automaticité, une transparence totale du process. Après, c'est l'administrateur de biens qui prendra en charge les visites à faire, parce que là, après la machine, il y a l'aspect humain, et donc il aura, comme toujours, 3 ou 4 candidats, et il ne faut pas quand même oublier, c'est qu'au bout de course, c'est le bailleur privé, c'est le propriétaire qui choisira son dossier. On reste dans une logique d'offre privée. C'est important de le préciser par rapport soit aux effets d'aubaine, soit à ces mauvaises habitudes d'imaginer des commissions d'attribution derrière, parce qu'il y a un soutien public, mais ça... si la machine peut remplacer la commission, c'est... Alors, vous évoquiez tout à l'heure, en effet, la nécessité d'un continuum tout au long de la vie. Une des difficultés, du passage au logement intermédiaire, et comme on l'a rappelé, c'est l'intermédiaire, donc on n'est pas censé y rester dedans. C'est finalement les effets de seuil qui peuvent exister, bien sûr, sur le logement social, parce que tout à coup, on a 200 € de plus de revenus, donc en théorie, on est censé sortir, donc aller dans du logement intermédiaire, mais est-ce qu'avec ces 200 €, on a les moyens de se payer le logement intermédiaire? C'est toujours aussi ces effets qui sont difficiles dans un parcours de vie. Alors, il faut avoir conscience que la question soulevée par Marc Tessier-Dorfeuille, c'est comment ont été bâtis les loyers dits intermédiaires, qui sont en fait ceux du Duflot et du Pinel, pour les investisseurs privés. On est parti, en fait ça a été fait à l'été 2012, on est parti des loyers du PLS, qui à l'époque étaient éligibles à une TVA à 7%, et on a simplement dit on va les rectifier avec une TVA à 20%, c'est-à-dire pour produire hors taxe, pardonnez-moi, le sujet est le même. Donc on était sûr de pouvoir produire, dès lors qu'on savait produire en PLS avec des loyers PLS et une TVA à 7%, on savait produire avec des loyers majorés de 13%, une TVA à 20%. Donc c'était une marge de 13%, qui était encore un peu trop élevée. Et en mettant la TVA à 10% et en réfléchissant à ce que ça ne se traduise pas par une aubaine, un effet d'aubaine sur le coût du foncier, parce que tout le sujet est là, on va créer un parc locatif intermédiaire qui va être, selon les régions, entre 5 et 15% au-dessus du loyer du PLS, ce qui constitue une marge raisonnable. Nous a-t-il semblé, en tout cas la plus raisonnable possible. Parce qu'il faut garder à l'esprit une chose. On dit souvent les gens s'endettent beaucoup trop ou ont un taux d'effort sur leur loyer qui est beaucoup trop élevé, qui va représenter 40 ou 45%. J'ai envie de dire,
le drame, c'est que c'est vrai pour la partie la plus modeste de nos concitoyens. Parce que, en général, l'arbitrage pour les ménages, il ne s'opère pas comme ça. C'est-à-dire que, d'abord, le bailleur, quand c'est un bailleur qui n'est pas un marchand de sommeil, il va louer un ménage qui aura des revenus qui seront au moins de 3 fois ou 3 fois et demi le loyer. Donc, il ne va pas y avoir un taux d'effort mécanique qui va être trop important. Et le banquier ne prêtera jamais à quelqu'un qui va là aussi avoir, pour la quasi-totalité de la population de nos concitoyens, un taux d'effort sur le remboursement du crédit insupportable. Sinon, il passera en commission de surendettement. Et vous savez que la sanction pour le banquier est extrêmement brutale et c'est la déchéance des droits à intérêt. Donc dans la réalité, l'arbitrage, il se fait sur l'éloignement, sur la taille et sur la qualité. Et ce continuum qu'évoque Claire Juillard, en fait, on devrait le retrouver si l'offre était suffisante, mais tout le problème, on y revient, c'est que l'offre de logement de qualité décente n'est pas suffisante, parce que sinon, on va retrouver des gens qui iront plus loin, qui loueront ou achèteront plus petit, ou qui auront un logement qui, notamment en termes de consommation énergétique, sera plutôt noté GE, enfin, avec les mauvaises notes des diagnostics de performance. Mais ceux, en revanche, pour qui le sujet reste dramatique et difficilement soluble pour l'instant, c'est la partie la plus modeste de nos concitoyens, avec lesquels on va finir par trouver des taux d'effort insoutenables. Je ne reviens pas sur les chiffres qu'on sait en Ile-de-France, sur le nombre de ménages logés dans des hôtels, qui représentent, quand vous interrogez le préfet à l'intégration sur le sujet, voilà, c'est 500 millions d'euros le budget. Donc, à louer des chambres d'hôtel à Paris, enfin en Ile-de-France. Et donc c'est là qu'il faut qu'on travaille. Et 35 000 ménages, c'est ça. Mais sinon, pour les gens, ils vont pas. Leur taux d'effort pour 80% des Français va se traduire par plus loin, plus petit et de moins bonne qualité. Oui, et en effet, en allant plus loin, on l'a vu notamment avec tout le respect que j'ai pour la maison individuelle, mais c'est une autre équation, c'est que des gens sont allés plus loin pour payer moins cher, mais aujourd'hui, in fine, ils retrouvent de l'inconfort pour revenir dans la ville et ils repayent dans les embouteillages ou l'essence s'ils ont gagné dans le loyer, parce qu'il faut de plus en plus de temps pour se rendre à son travail. Donc c'est aujourd'hui une équation extrêmement complexe sur l'ensemble de l'Île-de-France, où beaucoup de gens sont allés en effet payer moins cher pour aller plus loin et avoir quelque chose au départ d'assez convenable, mais aujourd'hui les conditions de circulation pour retravailler dans l'autre sens finissent par rendre malheureusement ces logements moins chers très très peu souhaitables, parce que cette distance-là, 1h30 de plus pour aller tous les jours travailler, bien sûr il y a un loyer moins cher, peut-être qu'il y a un joli jardin, mais on sent bien qu'on arrive aux limites, d'où la nécessité de revenir vers un peu de densification urbaine, les projets BIMBI éventuellement de densification pavillonnaire, et de trouver d'autres solutions. Mais la grande difficulté pour les élus locaux, parce qu'on en a vu ensemble certains dans d'autres ailleurs qu'en Ile-de-France, c'est que l'équation est très difficile pour eux aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de revenus et que ceux qui ont un peu de terrain finalement font de l'enchère sur la vente des terrains pour avoir des revenus pour la collectivité, ce qui surenchérit le coût de logement, et on arrive à une équation assez complexe actuellement, notamment en Ile-de-France, sauf à décider de... Alors, on avait eu une discussion avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France, qui porte, je crois, de mémoire 4 millions de mètres carrés pour le titre des collectivités, qui aimerait trouver éventuellement la possibilité de descendre ce prix des mètres carrés à 15% en dessous du prix d'achat. Reste à savoir qui va payer cette différence pour ressortir du logement moins cher. Et puis moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans l'ensemble des grandes opérations d'aménagement de Paris et de la proche couronne, on a des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux programmés. Je ne suis pas certain aujourd'hui que le marché de l'Île-de-France soit prêt à absorber ces centaines de milliers de mètres carrés de bureaux programmés, et on pourrait très bien reprogrammer une partie en logement. Mais ça pose le problème de la charge foncière, parce que je pense que les bureaux payent beaucoup plus cher la charge foncière que les logements, et donc c'est l'équilibre des opérations d'aménagement. Mais le terrain constructible à Paris, il y en a. Souvenez-vous, les Batignolles, qui étaient constructibles depuis 30 ans. Il a fallu que les Jeux Olympiques pointent le bout de leur nez, qu'on se dise il faut faire un village olympique dans Paris. Et là, d'un seul coup, on découvre 27 hectares constructibles, 27 hectares qui l'étaient, je vous promets, un an avant et 10 ans avant. Puis après, on n'a pas eu les Jeux Olympiques, donc on a fait une magnifique opération. Mais des terrains comme les Batignolles, les entrepôts McDonald's, etc., du terrain pour construire du logement dans Paris, il y en a. Il ne faut pas dire que le terrain constructible existe. Le terrain constructible qu'on mobilise vraiment pour produire du logement, ça c'est une autre histoire. Toujours pas de questions dans la salle. Oh, je sais qu'on est vendredi. Allez, quand même, il n'y en a pas un qui veut se décider, mais vous souhaitez intervenir. Peut-être juste une... Il y a aussi une autre façon, effectivement,
de densifier, c'est le programme de transport en commun. Le grand programme du Grand Paris d'aujourd'hui rapproche le centre de la ville des lieux de résidence. Je pense par exemple à une voie qui est assez peu connue encore aujourd'hui, qui est la ligne E du RER, la ligne EOL. Il y a très peu de stations dessus, donc elle le rend très proche de la gare Saint-Lazare, des quantités énormes de terrain à bâtir. Et donc toute la zone de Chelles, qui sont déjà en Seine-et-Marne, en fait sont bien plus proches de la gare Saint-Lazare que ne le sont beaucoup d'arrondissements de Paris en temps de transport. Et ça, c'est une autre façon de desserrer effectivement la contrainte physico-financière du logement. Je vous en prie, et puis je crois qu'il y a une main qui s'est Si levée après. Si je peux simplement rebondir là-dessus, là encore, l'expérience terrain est intéressante parce que finalement, on a été amené depuis déjà 1 an à mettre en place dans les agences FNAM une cartographie du Grand Paris et qui marche d'une manière tout à fait intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que qu'est-ce qui intéresse le consommateur, le client, de plus en plus, c'est effectivement la notion de temps de transport. Donc la logique, en fait, quand on check les demandes et les exigences du client pour acheter ou louer maintenant, on lui demande son lieu de travail, et à partir du lieu de travail, avec toute une cartographie qui est mise en place et qu'on enrichit en mettant les différents projets du Grand Paris, on les empile. Donc on a 3 paramètres. Le temps de transport maximum que le client est prêt à consacrer tous les jours. Alors lui pour aller au boulot, sa femme également, ses enfants pour aller à l'école. On fait une cartographie. Le budget, évidemment, mais pas une histoire de mètres carrés. Le nombre de pièces de prix au mètre carré, c'est plus un budget et le nombre de pièces dont il a besoin. Et avec ces 3 paramètres, temps de transport, nombre de pièces et budget, on arrive effectivement à emmener des clients beaucoup plus loin que ce qu'ils voulaient faire auparavant. Donc effectivement, la logique du Grand Paris, elle commence à se vivre au quotidien dans les agences quand un consommateur a à faire un choix. Je crois qu'il y a oui, allez-y rapidement. Juste Et après, compléter très rapidement ce que vient de dire monsieur. Effectivement, tout ce que vous dites est tout à fait juste. Enfin, nous, on le constate aussi parmi nos locataires, en tout cas nos prospects aussi, qui viennent nous voir aussi pour du logement. Un autre aspect, c'est aussi les services publics, c'est-à-dire les écoles, enfin la qualité des écoles que vont pouvoir trouver les ménages à proximité de leur lieu d'habitation est très important. On le voit nous au quotidien et c'est aussi ce qui va donner de l'attractivité aux produits, puisqu'on parle de logement intermédiaire, qu'on va pouvoir créer à tel et tel endroit. C'est effectivement le service que la collectivité à proximité va pouvoir proposer à ses locataires, quoi. Monsieur. Bonjour, Frédéric Boudet, ingénierie financière au Pivot. Merci pour toutes vos descriptions. Mettez le micro bien près parce qu'on entend pas bien. Donc vous nous avez détaillé précisément à qui s'adressait le logement intermédiaire, mais donc le PLS s'adresse à 80% de la population. Donc quel est le volume de logement intermédiaire qui pourrait être défini? Et d'autre part, le PLS, nous en tant que bailleur social, on voit très bien que c'est un produit qui est extrêmement ciblé. Dès qu'on s'éloigne de la petite couronne, même déjà certaines villes en petite couronne, on a du mal à placer du PLS. Donc est-ce que le logement intermédiaire est pas vraiment extrêmement ciblé et très géographiquement doit être très géographiquement implanté? Je crois qu'il faut sortir des catégories. C'est vrai que le PLS, notamment dans la zone Abyss, compte tenu des plafonds, c'est du véritable logement intermédiaire en réalité. Donc les acteurs du logement intermédiaire sont plus larges que les spécialistes du logement intermédiaire. On fait d'ailleurs à Logif, beaucoup des constructions sont des constructions en PLS. Et puis on peut faire du PLS aussi dans une société d'HLM, ce qui est votre cas. Et là, on a justement ce continuum avec une branche basse, enfin
une catégorie basse du logement intermédiaire, mais le PLS, c'est pour moi, ça rentre dans le logement intermédiaire pour une grande partie de lui. Alors c'est vrai que le logement intermédiaire stricto sensu, c'est-à-dire au-dessus des plafonds PLS, sa niche écologique est encore plus réduite dans ces conditions-là. C'est normal, puisqu'à 16 ou 18 euros du mètre carré, pour que ça soit effectivement attractif par rapport au logement, par rapport au loyer libre, eh bien, effectivement, ça représente sans doute une trentaine de communes de la région parisienne, grand maximum. Oui, monsieur, ici. Oui, bonjour, Dominique Dupin, président de Patigère. Pour reprendre votre notion de continuum, je crois que, comme le disait l'intervenant, c'est que la taille des logements est aussi un facteur de continuum. On parle toujours du prix au mètre carré, mais en fait, les gens, ils louent un nombre de pièces avec un budget. Et effectivement, avoir des logements type 4 de 100 mètres carrés, c'est pas la même chose que d'avoir un type 4 de 80 mètres carrés. Et qu'est-ce que cherchent aussi les familles? C'est effectivement un nombre de pièces permettant à leurs enfants de pouvoir travailler correctement, au calme, et avoir une vie sociale dans un quartier qui est bien équipé en service public. Je crois qu'on parle toujours de prix au mètre carré, mais on achète des mètres carrés quand on devient propriétaire. On loue plutôt une typologie, une localisation par rapport à des services. Ce n'était pas une question, c'était une remarque plus générale. Merci de votre contribution. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On va conclure. Peut-être chacun une petite minute de conclusion très rapide. Quelques mots. Madame, sur le logement intermédiaire. Sur le logement intermédiaire, j'y vois une autre opportunité dans le développement du logement intermédiaire. Justement, il me semble que il y a un effet de parc très puissant qui joue sur les choix résidentiels ou la situation résidentielle des ménages. Cet effet de parc qui se joue dans la très grande corrélation qu'il y a entre la localisation centrale, périphérique, etc., le statut d'occupation, locatif ou propriété, et puis aussi justement la taille du logement, petit, grand, etc. Il me semble que le logement intermédiaire, à condition qu'il puisse se développer autour aussi d'une offre à vocation familiale, étant donné qu'on a vu combien il était attaché à des zones centrales accessibles, qui permettent un accès à l'emploi, aux services, au transport, etc. Il me semble qu'il a vocation, en tout cas en théorie, mécaniquement, à casser un peu cet effet de parc et à réinstaurer plus de fluidité, en fait, et aussi à élargir un peu le choix des possibles des ménages. Merci François. Effectivement, je crois que dans le prolongement de l'intervention de Dominique Duban, la problématique du logement intermédiaire, c'est une problématique de zone tendue. Sur pas mal de marchés régionaux, le parc privé a des loyers d'entrée qui sont très proches des loyers plafonds du plus ou du PLS, donc le sujet ne se pose pas. C'est donc un sujet qu'il faut traiter territorialement, avec des problématiques qui sont propres à ces régions, Île-de-France, PACA, périmètre genevois, peut-être Pays Basque, je ne sais pas. Ce qui renvoie à l'intervention des collectivités locales et à leur volonté, à leur capacité d'aborder au niveau du bassin d'emploi et du bassin de vie l'ensemble de ces problématiques. Et donc vous voyez que derrière ça, il y a tout un sujet autour de l'intercommunalité, de l'urbanisme intercommunal, qui est un vaste sujet des années qui viennent pour nous tous, je crois. Merci, monsieur Clair. Juste quelques mots mais ça fait peut-être l'objet d'autres tables rondes. Le logement intermédiaire, aujourd'hui, en dépit du fait qu'on ait commencé à beaucoup en parler, que ça soit au centre des préoccupations des ministres qui se succèdent, enfin au centre, ou en tout cas qui s'y intéressent un petit peu, le logement intermédiaire, dans sa fabrication, est encore assez peu favorisé, très peu favorisé. Il l'est d'abord peu dans les choix d'urbanisme qui sont faits par les élus. Ils n'y sont pas incités, ça ne rentre pas dans le contingent SRU pour la plupart, des catégories de logements intermédiaires. Il n'y a donc aucune incitation pour y aller. Et puis l'équation financière de la construction de logements intermédiaires
dans la niche écologique qu'on a précisée tout à l'heure, c'est-à-dire un certain nombre de communes, une zone qui est finalement relativement étroite, l'équation financière, elle reste encore assez largement introuvable. Et je crois que c'est ça, en fait, le plus important et le plus difficile, en fait, à résoudre aujourd'hui. Deux petits mots de conclusion, enfin je ne sais pas si ça fonctionne, ça marche, pardon, excusez-moi. Sur nos interventions, bon, nous, Réseau Batigère, on reste évidemment un bailleur social. Hein. Notre vocation première, c'est bien de créer du logement social. On est sur des territoires comme l'Île-de-France en gros déficit, donc c'est ce qui motive nos énergies au quotidien. Ça reste ce logement intermédiaire une niche, on l'a bien dit, c'est pas partout, c'est sur des territoires particuliers. Nous, on y répond. On y répond avec une partie de notre production en permettant justement ce parcours résidentiel. Et je vois, moi, dans ce logement intermédiaire, en tous les cas, sur les années à venir, alors c'est peut-être un mot qui est un peu biaisé, mais enfin, le principe un peu d'une foncière à caractère social que vous décriviez tout à l'heure, enfin, nous, on s'inscrit un peu dedans, c'est aussi, il faut avoir cette équation d'aller au-delà du logement intermédiaire et passer à un moment donné dans la propriété. Donc, je crois que c'est un produit qui a quand même sa place, mais sur une niche quand même qui reste assez réduite. Réglons déjà la problématique du logement pour tous au sens large et attaquons-nous parallèlement, mais de manière un peu plus modeste à ce logement intermédiaire. Moi, j'aurais peut-être une note plus optimiste, parce que finalement, à vouloir toujours régler les problèmes au niveau national, on voit ce que ça donne, et on a des difficultés à faire évoluer les dossiers. Donc, est-ce que la solution, c'est pas effectivement revenir de plus en plus pour régler cette problématique du logement à des échelles beaucoup plus fines? Et peut-être que la solution du logement, c'est solutionner des niches, et puis niche après niche, on arrivera à faire bouger les choses. Parce que la problématique de la deuxième couronne n'a rien à voir avec celle de la première couronne, et qui n'a rien à voir, on l'a vu, avec Paris. Et donc je pense qu'il faut quand même, c'est le signe que peut-être qu'on est sur une bonne voie. Il n'y a pas que le logement intermédiaire, mais en tout cas, cette mécanique de réfléchir à des échelles beaucoup plus fines, c'est peut-être une solution à mettre en œuvre. Merci. On voit bien qu'en effet, le besoin, vous êtes plusieurs à l'avoir dit autour de cette salle, d'aller géographiser le sujet dans la proximité, et c'est peut-être la solution sur laquelle on peut aller trouver les petits points supplémentaires à genoux pour le logement intermédiaire. Finalement, ce sont des niches, mais des sujets sur lesquels il y a un vrai besoin. Il y a une spécificité Île-de-France, vous l'avez dit quasiment tous aujourd'hui, c'est le temps de transport qui compte autant, et peut-être une des autres solutions, parce qu'on a été assez interpellés, mais j'ai envie de dire que ça c'est pour les prochains présidents de la République dans un programme, c'est que finalement le travail à domicile, c'est peut-être aussi une autre façon de revaloriser l'existence du logement et son besoin et notre rôle social du logement, même si c'est de manière temporaire dans la semaine. Tant que le Grand Paris n'est pas totalement installé et financé, on a un immense problème de transport. Et si les gens peuvent rester une journée par semaine chez eux pour travailler, donc redonner un autre rôle aussi au logement par rapport à l'allègement du temps de transport, ce sont peut-être des solutions intermédiaires avant, en effet, que le Grand Paris soit totalement installé, pour retrouver aussi un autre sens à la nécessité de redensifier et de trouver du logement moins cher. En tout cas, merci à tous de votre présence ce matin. Très bonne journée et bonne continuation à ce forum.